Le 8 mai 1945, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition. Des millions de soldats se retrouvaient prisonniers. Les villes brûlaient encore. Et au milieu de ce chaos, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Certains des hommes les plus recherchés de la planète ont tout simplement disparu. Dans les années qui suivirent, des chasseurs de nazis ont sillonné les jungles d'Amérique du Sud, les quartiers de Damas, les ruelles de Rome, les haciendas du Mato Grosso. Ils en ont retrouvé certains. Beaucoup d'autres, jamais. Ils sont morts de vieillesse, dans l'ombre, sans avoir été jugés ni condamnés. Certains sont peut-être morts sous de nouveaux noms, avec de nouvelles religions, au sein de nouvelles familles qui n'ont jamais su qui était réellement l'homme qui dormait à leur côté. Ernst Heinrich Schmauser est né le 18 janvier 1890 à Hof en Bavière. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de Fer et blessé à 3 reprises au combat, notamment après avoir été exposé à des gaz toxiques dans les tranchées belges, il sortit de la guerre convaincu que l'Allemagne avait été trahie de l'intérieur. Ce point de vue le conduisit à rejoindre le parti nazi en 1930, puis, la même année, les SS de Himmler. En juillet 1932, il fut élu député au Reichstag, participa activement à la nuit des longs couteaux en 1934, puis fut nommé en 1940 et un chef supérieur des SS et de la police en Silésie, devenant ainsi la plus haute autorité nazie sur le territoire comprenant Auschwitz-Birkenau. À ce poste, il supervisa personnellement les premiers essais des chambres à gaz aux côtés de Himmler durant l'été 1942. En décembre 1944, face à l'avancée soviétique, il ordonna les marches forcées de plus de 56 000 prisonniers vers l'ouest dans des conditions hivernales extrêmes. Ceux qui s'effondraient étaient fusillés sur le champ. Le 20 janvier 1945, il ordonna l'assassinat des prisonniers restants et la destruction des preuves de l'opération Reinhard. 7 jours plus tard, l'armée rouge libéra Auschwitz. Le 10 février 1945, ignorant les avertissements selon lesquels les soviétiques avaient coupé la route, Schmauser continua à rouler vers le front. Personne ne le revit jamais. Son nom n'apparaît ni dans les registres des prisonniers soviétiques, ni dans les archives du NK-5D, qui répertoriaient pourtant méticuleusement les prisonniers de haut rang. Son corps ne fut jamais retrouvé et sa mort ne fut jamais officiellement confirmée. L'homme qui avait supervisé l'évacuation meurtrière d'Auschwitz disparut dans le même brouillard hivernal qu'il avait lui-même créé. Eduard Eisenhower est né le 27 juin 1909 à Freising, en Bavière. Il obtint un doctorat en économie politique avant de rejoindre les SS en 1930, servant au sein de la Leibstandarte Adolf Hitler, au camp de Dachau et dans les Totenkopf-Verbände qui administraient les camps de concentration. Au début de la guerre, il fut affecté aux unités qui envahirent la Pologne, puis combattit en France, aux Pays-Bas, sur le front de l'Est et en Normandie, accumulant des décorations sur 4 théâtres d'opérations différents. En mai 1942, lors du brutal encerclement de Demiansk dans les marais gelés du nord-ouest de la Russie, il commanda un groupe de combat qui ouvrit un couloir de retraite à 100 000 soldats allemands encerclés par l'armée rouge, action pour laquelle il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer. Au cours des mois suivants, il participa à la libération de la poche de Kamianets-Podilski en Ukraine et à la tentative infructueuse de contenir l'avance britannique en Normandie lors de l'opération Epsom. Fin août 1944, il prit le commandement de la 17e division SS de grenadiers blindés Götz von Berlichingen, une unité épuisée en pleine retraite. Dans les derniers jours de janvier 1945, alors qu'il se rendait en voiture à son nouveau poste de commandement près d'Answald, en Poméranie, son véhicule fut attaqué par un avion soviétique. Lui, son chauffeur et son assistant furent déclarés disparus au combat. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Cet officier éminent de la Waffen-SS, décoré sur 4 fronts, s'est évanoui dans le chaos des derniers mois du Reich, avec la même naturalité que celle avec laquelle des millions de ses victimes s'étaient évanouies avant lui. Lorenz Hackenholt est né le 26 juin 1914 à Gelsenkirchen. Maçon de formation, il adhéra au parti nazi en 1933 et au SS en 1934. Après être passé par le camp de Sachsenhausen en tant que mécanicien et garde, il fut affecté en 1939 au programme d'euthanasie, Action T4.
où il fit fonctionner les chambres à gaz dans les 6 sites du programme et assista le médecin chargé de l'administration du monoxyde de carbone. Lorsque l'action T4 fut suspendue en 1941, ces techniques étaient parfaitement au point. C'est alors qu'il fut transféré à Lublin pour les mettre au service d'un projet de plus grande envergure. Sous les ordres d'Odilo Globoknik, dans le cadre de l'opération Reinhard, Hackenholt conçut et construisit les premières chambres à gaz du camp d'extermination de Belzec en utilisant des moteurs de chars soviétiques capturés pour produire du monoxyde de carbone. En l'espace d'un seul mois, entre la mi-mars et la mi-avril 1942, ces installations auraient causé la mort de 50 000 personnes. Il participa également à la construction des chambres à gaz de Sobibor et de Treblinka. À l'entrée des chambres à gaz de Belzec, il installa un panneau portant l'inscription « Fondation Hackenholt » orné d'une étoile de David et de pots de géranium. Après la chute du Reich, Hackenholt a disparu. Il a été vu pour la dernière fois au volant d'une camionnette de lait volée alors qu'il battait en retraite depuis l'Italie. Il a été déclaré légalement mort en 1954, mais des témoignages ultérieurs l'ont localisé vivant en Bavière en 1946 sous une fausse identité. Une enquête officielle de 4 ans a passé au crible plus de 90 000 personnes sans le retrouver. Certains enquêteurs ont rapporté avoir subi des pressions pour abandonner les recherches. Ce qui resta finalement, c'est l'image de cette affiche au géranium aux portes de la mort et le silence absolu sur l'homme qui l'avait cloué. Walter Hinrich est né le 2 janvier 1910 à Mysłowicz, en Haute-Silésie. Fonctionnaire municipal depuis 1928, il adhéra au parti nazi et au SS en 1933, puis rejoignit la Gestapo en 1939. Après avoir participé à l'invasion de la Pologne, il fut envoyé aux Pays-Bas, où il devint en 1941 le premier commandant du camp de transit d'Amersfoort. Ses prisonniers le surnommaient Hinrich le clignement, en raison d'un tic nerveux à l'œil gauche. Bien qu'il interdisât les passages à tabac en sa présence, ses absences fréquentes laissaient le camp entre les mains d'un subordonné d'une brutalité systématique. Au cours de son mandat, 325 personnes ont trouvé la mort à la suite d'exécutions, de passages à tabac, de privations de nourriture et de travaux forcés. En 1943, il fut muté à la Gestapo de La Haye en tant qu'inspecteur des camps sur le territoire néerlandais. Le 9 avril 1944, il participa à l'exécution de 77 prisonniers de guerre soviétiques, violant ouvertement les conventions de Genève. En février 1945, il disparut sans laisser de traces. Les enquêtes d'après-guerre se sont enlisées pendant des décennies sur un problème apparemment mineur mais décisif. Les formulaires d'extradition circulaient avec une date de naissance erronée et son nom mal transcrit, rendant impossible toute notification officielle. En 2022, une enquête menée conjointement par des historiens et des journalistes a révélé que son transfert à La Haye en 1943 dissimulait en réalité une mission secrète pour le compte des services de sécurité du parti nazi. Cette révélation a expliqué ce que les archives ne pouvaient pas. Un homme qui avait appris professionnellement à fabriquer de fausses identités et à faire disparaître des personnes savait mieux que quiconque comment se faire disparaître lui-même. Hans Kammler est né le 26 août 1901 à Stettin. Ingénieur civil titulaire d'un doctorat, il adhéra au parti nazi en 1932 et rejoignit les SS en 1933. Pendant la guerre, il gravit rapidement les échelons en tant que responsable de projets de construction à grande échelle. En 1942, il fut chargé de la conception des installations d'extermination des camps de concentration, calculant notamment la capacité des crématoires d'Auschwitz-Birkenau. Après le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943, il supervisa sa démolition systématique, brique par brique, en recourant à une main-d'œuvre esclave. Il dirigea ensuite la production souterraine des missiles F-2 dans le complexe du Mittelwerk, où plus de 20 000 prisonniers périrent dans des conditions que les rapports allemands eux-mêmes documentaient sans aucune qualification morale. En janvier 1945, il fut nommé responsable de l'ensemble des projets de missiles et des programmes aérospatiaux du Reich, devenant ainsi l'Allemand le mieux informé sur les armes les plus avancées de la guerre. Cela le rendait extrêmement précieux pour toute puissance qui le capturerait.
Le 7 mai 1945, il fut vu pour la dernière fois lorsque son convoi fut intercepté par les troupes américaines près de Linz. La version officielle, établie par un tribunal allemand en 1948, soutient qu'il s'est suicidé au cyanure dans une forêt au sud de Prague 2 jours plus tard. Mais il n'y a pas de témoins indépendants, son corps n'a jamais été retrouvé, et son nom a été supprimé des procès-verbaux du procès de Nuremberg d'une manière que plusieurs historiens ont qualifiée de délibérée. La théorie alternative la mieux documentée suggère qu'il a été capturé par les services de renseignement américains et transféré secrètement aux États-Unis dans le cadre d'une version classifiée de l'opération Paperclip. Les dossiers relatifs à ces projets sont restés classés secrets par Washington pendant des décennies. Si cette théorie est exacte, l'homme qui avait fait travailler 20 000 prisonniers jusqu'à la mort dans les entrailles d'une montagne a fini ses jours sous la protection du gouvernement américain, dans le pays qui avait le plus souffert des fusées qu'il avait produites. Wilhelm Schittli, fils aîné d'un fabricant de cigares d'Osnabrück, a commencé sa carrière dans la SS en 1933 après un apprentissage de plombier. Il est passé par les camps d'Esterwegen, de Sachsenhausen et de Buchenwald avant d'être nommé premier commandant du camp de Neuengamme en 1940. En juillet 1942, il prit le commandement du camp d'Arbeitsdorf, une expérience industrielle conçue conjointement par Ferdinand Porsche et Albert Speer afin de vérifier si les prisonniers des camps de concentration pouvaient être utilisés dans la production industrielle à grande échelle. Le camp, installé près de Wolfsburg pour desservir l'usine Volkswagen, a ouvert ses portes en avril 1942 avec 800 prisonniers et a été fermé en novembre de la même année lorsque le ministère de l'Armement a rejeté les plans d'une fonderie d'aluminium. Après la fermeture d'Arbeitsdorf, Schittli commanda le camp pour juifs situé au sein du centre d'entraînement des SS près de Debicka dans le sud de la Pologne jusqu'en septembre 1943, puis fut muté au poste de chef supérieur des SS et de la police pour les Pays-Bas et la Rhénanie. Son parcours est minutieusement documenté dans les registres du système concentrationnaire. Son nom, son grade, sa fonction et la date de chaque affectation y figurent. Le 31 mars 1945, il a disparu. Il n'y a pas d'acte de décès. Il n'y a pas de témoignage attestant de sa capture. Il n'y a aucune trace de lui dans les archives des prisonniers de guerre alliés. Contrairement à d'autres cas évoqués dans ce récit, sa disparition n'a donné lieu à aucune théorie, n'a pas fait l'objet d'observations, n'a laissé aucune trace permettant de spéculer. Son dossier aux archives fédérales s'arrête à cette date, comme si la page avait simplement été arrachée. C'est, d'une certaine manière, la disparition la plus parfaite de toutes, sans drame, sans fuite, sans nouveau nom. Seulement le silence qui suit une date. Martin Bormann est né le 17 juin 1900 à Halberstadt, en Saxe-Anhalt, fils d'un sous-officier de l'armée. Après avoir brièvement servi pendant la Première Guerre mondiale et passé un court séjour en prison pour avoir participé à l'assassinat d'un homme accusé de trahison politique, il adhéra au Parti national-socialiste en 1927. Il possédait un talent extraordinaire pour l'administration bureaucratique et savait se fondre dans l'ombre des grands égaux qui l'entouraient, laissant les autres briller tandis qu'il accumulait le pouvoir réel. En 1941, il fut nommé chef de la chancellerie du parti, puis, en 1943, secrétaire personnel d'Adolf Hitler, poste qui le plaça au cœur même du pouvoir nazi. Depuis cette fonction, Bormann contrôlait l'accès au Führer. Qui pouvait le voir? Quels rapports parvenaient sur son bureau? Quelles décisions passaient par son filtre? Il était le gardien de la chambre intérieure du Reich, l'homme invisible qui tirait les ficelles derrière le trône. Il fut un promoteur actif de la persécution des églises chrétiennes et un défenseur implacable des mauvais traitements infligés aux Juifs et aux Slaves dans les territoires occupés. Son pouvoir s'est accru exactement à mesure que la santé mentale d'Hitler se détériorait. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1945, alors que l'armée rouge n'était plus qu'à quelques centaines de mètres du bunker du Führer situé sous la chancellerie du Reich à Berlin, Hitler s'est suicidé. Bormann a tenté de s'échapper de la ville en compagnie d'autres membres du régime. Selon certains témoignages, il aurait été vu pour la dernière fois le 2 mai 1945 près du pont Weidendammer dans l'arrondissement de Mitte lors d'une tentative d'évasion qui s'est soldée par un échec.
Les décennies suivantes ont fait de la figure de Bormann l'un des plus grands mystères de l'après-guerre. Il fut jugé par contumace à Nuremberg en 1946 et condamné à mort, ce qui implique que le tribunal considérait qu'il pouvait être en vie. Les théories sur sa survie se multiplièrent. La plus tenace affirmait qu'il s'était échappé de Berlin avec l'aide de l'organisation Odessa, un réseau clandestin d'évasion destiné aux anciens membres de la SS, dont l'existence a été documentée par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal, et qu'il s'était enfui en Amérique du Sud à l'aide de faux papiers. On l'a localisé en Argentine, au Paraguay, au Brésil. Certains rapports le situaient dans la région de la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, ainsi que dans des villes comme San Carlos de Bariloche et San Ignacio, des lieux qui ont effectivement servi de refuge à des dizaines d'anciens nazis dont l'existence a été attestée. En 1972, lors de travaux de construction à Berlin près de la gare de Lehrter-Bahnhof, 2 squelettes ont été découverts. L'un a été provisoirement identifié comme étant celui de Bormann grâce à des empreintes dentaires et l'autre comme celui du médecin personnel d'Hitler, Ludwig Stumpfegger. Cependant, cette identification est restée contestée pendant des décennies. En 1998, des tests ADN ont définitivement confirmé que les restes étaient ceux de Bormann, et l'analyse a révélé la présence de fragments de verre dans ses dents, ce qui suggère qu'il se serait suicidé en ingérant une capsule de cyanure au début du mois de mai 1945. Malgré cette confirmation scientifique, les spéculations n'ont pas cessé. En 1999, la dépouille de Bormann a été incinérée et ses cendres dispersées dans la mer Baltique afin d'éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les néo-nazis. Mais même ce geste, censé mettre définitivement un terme à l'affaire, n'a pas réussi à faire taire les voix qui affirmaient que les ossements retrouvés avaient été placés là intentionnellement ou que le véritable Bormann avait vécu des années dans l'anonymat en Amérique du Sud. Le pouvoir que Bormann avait exercé de son vivant semblait se prolonger sous la forme du nombre de rumeurs, même après la confirmation de sa mort. Le système postal autrichien est réputé pour sa précision légendaire. C'est pourquoi il est d'autant plus troublant que, pendant des décennies, plusieurs enveloppes adressées à une boîte postale à Damas aient parvenu sans encombre à leur destinataire. Ce dernier était l'homme recherché par la justice d'au moins 4 pays européens. Il répondait parfois à certains d'entre eux. Parfois, il envoyait des lettres provocantes aux autorités qui le poursuivaient. Il vivait sous le nom de Dr Georg Fischer et semblait se sentir en sécurité. Alois Brunner est né en 1912 à Rohrbrunn, en Basse-Autriche. Il a rejoint le parti nazi à l'adolescence et a intégré peu après la Schutzstaffel. Au sein de la SS, il a travaillé pour la Gestapo sous les ordres d'Adolf Eichmann, principal architecte logistique de la déportation massive des Juifs vers les camps d'extermination. Eichmann l'appréciait pour son efficacité implacable et le considérait comme son homme de confiance, son bras droit sur le terrain. Brunner était le genre de subordonné qui n'avait pas besoin d'instructions détaillées. Il comprenait l'objectif et l'exécutait. Grâce à ce talent sinistre, Brunner devint l'organisateur des déportations de Juifs depuis la France de Vichy et depuis la Slovaquie vers les camps d'extermination. Fort de sa personnalité implacable, il fut nommé commandant du camp d'internement de Drancy, dans la banlieue de Paris, qui constituait le pivot central de la politique antisémite de déportation en France. Depuis Drancy, Brunner supervisait la logistique du transport ferroviaire des prisonniers vers Auschwitz et d'autres camps de l'Est. Les trains qui partaient de Drancy étaient surchargés, les wagons scellés, la ventilation inexistante. Beaucoup mouraient avant même d'arriver à destination. Se fondant sur son mode opératoire, les tribunaux d'après-guerre ont établi qu'Alois Brunner était directement responsable de la mort de plus de 120 000 Juifs. Les Alliés pensaient l'avoir capturé à la fin de la guerre, mais ils se sont trompés d'identité. Ils ont arrêté un officier du nom d'Anton Brunner, qu'ils ont confondu avec Alois, permettant ainsi au véritable Brunner recherché de s'échapper. Cette erreur lui a donné le temps dont il avait besoin. Brunner a profité de la confusion pour rejoindre l'organisation Gehlen, ce groupe d'anciens officiers des services de renseignement allemands qui avaient coopéré avec les Américains pendant l'occupation alliée de l'Europe de l'Est et qui allaient plus tard participer à la guerre froide contre les Soviétiques. À ce poste, Brunner a travaillé comme chauffeur pour l'armée américaine.
En 1954, il s'enfuit d'Allemagne de l'Est pour Rome à l'aide d'un faux passeport. De Rome, avec l'aide de réseaux d'évasion comprenant notamment des ecclésiastiques sympathisants de la cause nazie, il se rendit en Syrie, où il s'installa sous le nom de Dr Georg Fischer. À Damas, il fut accueilli à bras ouverts par le gouvernement syrien, qui lui proposa un poste de conseiller gouvernemental. Bien que la nature exacte de son travail n'ait jamais été entièrement établie, diverses sources des services de renseignement occidentaux ont affirmé que Brunner avait enseigné à des officiers syriens des techniques de torture et de répression qu'il avait perfectionnées lorsqu'il était tortionnaire au sein de la SS. En échange, ses supérieurs lui ont offert une protection juridique totale, interdisant l'accès au pays aux enquêteurs et aux chasseurs de nazis. Simon Wiesenthal lui-même s'est battu pendant des années pour obtenir l'extradition de Brunner, sans succès. En 1961 et 1980, Brunner a reçu des colis piégés qui lui ont coûté plusieurs doigts et la vue d'un œil. Les auteurs de ces attentats n'ont jamais été officiellement identifiés, bien que diverses sources les aient attribués au Mossad israélien. Brunner a survécu à ces 2 attentats et a continué à vivre à Damas. En 1995, la justice allemande a offert une récompense de 333 000 $ pour toute information permettant de le capturer ou de le localiser. Mais à cette époque, des rumeurs laissaient entendre qu'il était peut-être déjà décédé. Alois Brunner n'a jamais été retrouvé par la justice internationale. On pense qu'il est mort à Damas au début du XXIe siècle, probablement vers 2010, bien qu'il n'y ait pas non plus de confirmation officielle de cette date. Un responsable syrien a déclaré en 2014 qu'il était mort il y a des années, sans préciser quand. Il est mort en toute sécurité. Le 28 juin 1914, Aribert Ferdinand Heim est né à Bad Radkersburg, en Autriche impériale. Étudiant assidu, il obtint son diplôme de médecine à l'université de Vienne et, pendant un certain temps, exerça en apparence normalement la médecine dans l'Allemagne d'après-guerre, soignant des patients en tant que gynécologue à Baden-Baden. Il avait un cabinet bien établi, une famille, une réputation, mais à Mauthausen, à l'automne 1941, il avait commis un acte qu'aucun diplôme universitaire, aucun cabinet bourgeois ni aucune vie respectable ne pourrait effacer. En 1940, Heim s'était engagé volontairement dans le corps médical de la Waffen-SS. En 1941, il fut nommé médecin officiel du camp de concentration et d'extermination de Mauthausen, dans son Autriche natale, où on lui attribua la salle d'admission des malades et des blessés. Mauthausen était l'un des plus grands camps du système nazi, avec jusqu'à 85 000 prisonniers répartis dans plusieurs sous-camps. Le nombre total de morts à Mauthausen et dans ces sous-camps est estimé à plus de 90 000 personnes. Heim n'a passé que 2 mois dans ce camp, mais ces 2 mois ont suffi pour qu'il se voie attribuer le surnom dont se souviendront les survivants, Docteur Mort, et un autre plus spécifique, le boucher de Mauthausen. Les crimes de Heim n'appartenaient pas à la catégorie de la bureaucratie de l'extermination, les sélections massives, les ordres d'envoi aux chambres à gaz. Il s'agissait d'actes personnels, spécifiques, d'une cruauté que les survivants ont qualifiée devant les tribunaux de tout à fait personnel, non motivée par des directives idéologiques, mais par quelque chose de plus sombre et d'indéfinissable. Heim menait des expériences sur les effets de diverses substances injectées directement dans la circulation sanguine, eau, pétrole, phénol, chlore. Il testait également des poisons connus et d'autres substances qu'il ne révélait même pas à ses propres assistants, souvent des juifs ayant des connaissances en médecine ou en soins infirmiers, contraints de travailler dans la salle. À de nombreuses reprises, il injectait directement dans le cœur pour observer si la mort était plus rapide que par une injection intraveineuse classique. Les témoignages des survivants, recueillis lors des enquêtes d'après-guerre, décrivaient des amputations pratiquées sans anesthésie, des castrations d'hommes et de femmes, des biopsies inutiles et des ablations d'organes. Selon ces témoignages, Heim conservait les crânes de certaines de ses victimes comme des trophées personnels. Des rumeurs laissaient entendre que ses propres supérieurs avaient demandé son remplacement début 1942, ce qui expliquerait son transfert à la 6e division de montagne de la SS Nord, dans le nord de la Finlande, où il a exercé les fonctions de médecin auprès des soldats de la SS eux-mêmes. À la fin de la guerre, en 1945, les forces alliées l'ont capturé avec son bataillon.
Comme il ne se doutait pas qu'il était le tristement célèbre Docteur Mort, il fut traité comme un simple soldat, interné dans un camp de prisonniers de guerre, puis autorisé à exercer en tant que gynécologue dans la ville allemande de Backnang. Il vécut en Allemagne pendant des années en toute liberté, subvenant à ses besoins grâce aux revenus d'un immeuble d'appartements qu'il possédait à Berlin. En 1962, alors que les enquêtes sur les crimes de guerre commençaient à se concentrer sur son nom à la suite des témoignages de survivants de Mauthausen, Heim s'est enfui. Il a disparu dans des circonstances qui n'ont jamais été entièrement élucidées et certains indices laissent penser qu'il a bénéficié d'une aide pour s'échapper, peut-être de la part de personnes au sein même du système judiciaire ou policier allemand. Ses enfants ont déclaré des décennies plus tard qu'il avait entretenu une correspondance très sporadique avec sa famille par l'intermédiaire de tiers et qu'il s'était d'abord installé en Espagne, puis en France et enfin au Maroc avant de s'établir au Caire. En Égypte, Haribert Heim a pris le nom de Tarek Hussein Farid. Il s'est converti à l'islam en 1980 et se rendait quotidiennement à la mosquée d'Al-Azhar, la plus ancienne et la plus vénérée des institutions islamiques au monde. Ses voisins de l'hôtel du quartier de Garden City, au Caire, où il vivait, se souviennent de lui comme d'un homme grand, athlétique même dans sa vieillesse, qui parcourait chaque jour 15 kilomètres à pied dans les rues de la ville, qui offrait des chocolats aux enfants du propriétaire de l'hôtel, et qui parlait couramment l'anglais, le français et l'arabe. Oncle Tarek, l'appelait-il. Il ne se laissait jamais photographier. En 2009, le journal The New York Times et la chaîne de télévision allemande ZDF ont révélé au monde entier ce que contenait une valise poussiéreuse conservée à l'hôtel du Caire. Le passeport, les documents de résidence, les relevés bancaires, les lettres, les documents personnels et le dossier médical d'Haribert Heim sous le nom de Tarek Hussein Farid, indiquant comme date de naissance le 28 juin 1914 et comme lieu de naissance Radkersburg, en Autriche. Un certificat de décès obtenu auprès des autorités égyptiennes a confirmé qu'il était décédé le 10 août 1992 d'un cancer du rectum à l'âge de 78 ans. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais eu à répondre de ses actes devant un tribunal face à un survivant. Il est mort dans l'obscurité qu'il s'était lui-même choisie sous un nom d'emprunt et une fois adopté. Le chasseur de nazis Ephraim Zuroff, directeur du bureau du centre Simon Wiesenthal à Jérusalem, a souligné que les membres de la famille de Heim avaient menti pendant des années en prétendant ignorer où il se trouvait et a exigé que l'État allemand enquête sur ceux qui l'avaient aidé à se cacher pendant des décennies. Joseph Mengele est né le 16 mars 1911 à Günzburg, en Bavière, au sein d'une famille d'industriels fabricants de machines agricoles. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'aptitude scolaire et d'une grande soif de savoir. Il étudia la philosophie à Munich, puis la médecine à Francfort, où il obtint également un doctorat en anthropologie physique. Alors qu'il travaillait à l'Institut de génétique héréditaire de Francfort, il découvrit sa véritable obsession, la génétique humaine. En 1937, alors qu'Hitler était déjà solidement installé au pouvoir, il adhéra au parti nazi. L'année suivante, il obtint son diplôme de médecine et rejoignit le service médical de la Waffen-SS. Au début de la guerre, Mengele a combattu plusieurs mois sur le front de l'Est en tant que médecin de la SS, recevant plusieurs décorations jusqu'à ce qu'il soit blessé au combat et déclaré inapte au front. Avec une réputation intacte au sein de l'appareil de la SS et sans possibilité de combattre, il a été affecté à l'endroit où ses obsessions trouveraient un champ d'action illimité, Auschwitz-Birkenau. Il arriva au camp le 30 mai 1943. En moins de 2 ans, il devint la figure la plus redoutée de ce territoire déjà saturé de terreur. Mengele était le médecin des sélections sur le quai d'arrivée. Cet homme élégamment en uniforme qui, d'un simple geste de sa cravache, vers la droite ou vers la gauche, décidait qui serait envoyé aux travaux forcés et qui serait conduit directement aux chambres à gaz. Mais sa véritable activité consistait à mener des expériences. Dans le bloc 10 d'Auschwitz, 1 et au camp de Birkenau, Mengele soumit ses victimes à des expériences que ses propres confrères médecins auraient qualifiées d'inhumaines et d'inutiles. Il testa les effets de diverses toxines sur l'organisme humain, amputa des membres pour tester des greffes, lacéra des corps pour y insérer du verre et infecter délibérément les plaies, injecta de l'essence, du chloroforme, des phénols,
et des insecticides dans les veines de ses victimes, étudiait la résistance à la douleur et procédait à des stérilisations et des castrations massives chez les hommes et les femmes. Son obsession principale était les jumeaux. Il les recherchait sur les quais d'arrivée, les séparait de leur famille, les soumettait à des décennies d'expériences comparatives et finissait par les exécuter pour procéder à des autopsies simultanées. On estime qu'il a mené des expériences sur plus de 1500 paires de jumeaux. Moins de 200 y ont survécu. Le nombre total de personnes tuées sur ces ordres directs ou à la suite de ces expériences est estimé à plusieurs milliers, bien que les chiffres exacts n'aient jamais pu être entièrement établis en raison du chaos qui régnait dans le camp et de la destruction délibérée des registres. En janvier 1945, face à l'arrivée imminente de l'armée rouge, Mengele s'enfuit d'Auschwitz. Il fut capturé par les forces américaines, mais son nom ne figurant pas encore sur les listes des personnes recherchées, il fut relâché. Comme tant d'autres, il bénéficia de l'aide de réseaux ecclésiastiques opérant en Italie pour obtenir de nouveaux papiers d'identité. En 1949, sous le nom d'Helmut Gregor, il s'embarqua à Gênes à destination de Buenos Aires. En Argentine, il vécut dans un certain confort au sein de la communauté des exilés nazis de la capitale. Il possédait 2 cabinets de gynécologie où il pratiquait des avortements clandestins, puis créa 2 laboratoires pharmaceutiques. Certains témoignages affirment que, durant ces années-là, il rencontra à plusieurs reprises le président Juan Domingo Perón à la résidence présidentielle d'Olivos. En 1951, faisant preuve d'une confiance téméraire, il retourna brièvement à Günzburg pour rendre visite à sa famille et demander la révalidation de son diplôme de médecine. Mais il fut rapidement reconnu par un survivant d'Auschwitz. Il fallut plus de 8 ans pour que ce témoignage parvienne officiellement au parquet de Fribourg, qui adressa en 1959 une demande d'extradition à l'Argentine. À cette époque, Mengele avait déjà repris son vrai nom et s'était marié avec la veuve de son frère à Olivos. Mais la demande d'extradition, bien que finalement rejetée par la justice argentine après 9 mois de délibération, l'a mise en alerte. Il a vendu ses actions dans les laboratoires, a quitté sa femme et s'est enfui au Paraguay, où il a vécu pendant 2 ans. De là, il s'est enfui au Brésil sous le nom de Peter Hochbichler, qu'il a ensuite changé pour celui de Wolfgang Gerhard, un Autrichien sympathisant nazi qui lui avait cédé ses papiers d'identité avant de partir pour l'Europe. Au Brésil, Mengele dirigeait une plantation de café dans l'arrière-pays de l'État de Sao Paulo. Il fit construire une haute tour de guet à l'entrée de la propriété. Après le procès et l'exécution d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1962, il vivait dans la terreur que le Mossad ne débarque d'un moment à l'autre. On raconte qu'il dormait avec un vieux pistolet Mauser sous son oreiller. Une récompense de plus de 3 millions de dollars avait été offerte pour sa capture. Au cours de ces dernières années, sa santé s'est détériorée rapidement. Il a souffert d'un accident vasculaire cérébral, d'une otite chronique qui lui causait des vertiges, d'hypertension artérielle et de rhumatisme. Le 7 février 1979, alors qu'il se baignait sur la plage de Bertioga, sur la côte de Sao Paulo, il a été victime d'un nouvel accident vasculaire cérébral. Selon les témoins, la mort fut presque instantanée. 2 ans auparavant, son fils Rolf lui avait rendu visite pour lui demander des explications sur son rôle dans les camps de concentration. Mengele avait répondu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres et qu'il n'avait pas inventé Auschwitz. Dans les yeux de celui qui avait été l'ange de la mort, il n'y avait ni culpabilité ni remords. Sa dépouille a été découverte en 1985 au cimetière d'Embu das Artes près de Sao Paulo, où il avait été enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard. Les expertises médico-légales et les analyses d'ADN réalisées en 1992 ont définitivement confirmé son identité. Il était mort libre, sous un faux nom, sur un continent où il était arrivé avec un faux passeport. La justice ne l'a jamais rattrapé de son vivant. Il y a un détail que les enquêteurs ne manquent pas de rappeler avec une certaine ironie sombre. Le chef de la Gestapo, l'homme qui a fait de la surveillance et de la persécution un art institutionnel, celui qui a ordonné de faire torturer le plus grand nombre de personnes pour obtenir des informations, fut précisément le haut responsable nazi le plus difficile à localiser après la guerre. Comme s'il avait appliqué à sa propre survie les méthodes qu'il avait perfectionnées pour traquer ses victimes.
Heinrich Müller est né le 28 avril 1900 à Munich, dans ce qui était alors le royaume de Bavière. Il a servi comme pilote pendant la Première Guerre mondiale et, à la fin du conflit, il a rejoint la police de Munich en 1919. Sa réputation d'enquêteur spécialisé dans les activités communistes a attiré l'attention de Heinrich Himmler et de Reinhard Heydrich, l'architecte de l'appareil de sécurité du Reich. En 1934, Müller rejoignit les SS et gravit rapidement les échelons au sein du système policier du nouveau régime. En septembre 1939, avec la création du Bureau central de sécurité du Reich, le RSHA, qui regroupait la Gestapo, le SD et d'autres organisations policières au sein d'une structure unique, Müller fut nommé chef du département 4, la Gestapo. Depuis ce poste, il supervisa la mise en œuvre des politiques d'Hitler à l'encontre des Juifs, des communistes, des dissidents et de tous les groupes considérés comme une menace pour l'État. Il participa à la planification et à l'exécution de la solution finale et assista à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942, au cours de laquelle les hauts fonctionnaires du Reich officialisèrent les plans de déportation et de génocide systématique des Juifs dans l'Europe occupée. Müller fut également à l'origine de l'organisation de l'incident de Gleiwitz dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1939. Cette attaque simulée contre une station de radio allemande par des partisans polonais, en réalité menée par des agents de la Gestapo avec des prisonniers des camps vêtus d'uniformes polonais, servit de prétexte à l'invasion de la Pologne. Il signa l'ordre de tir en mars 1944 qui autorisait l'exécution des prisonniers de guerre tentant de s'échapper et approuva personnellement la torture des officiers impliqués dans la tentative d'assassinat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Dans les derniers jours d'avril 1945, Müller faisait partie des derniers fidèles d'Hitler qui se trouvaient encore dans le bunker du Führer, tandis que l'armée rouge réduisait le périmètre de Berlin, pâté de maison par pâté de maison. Il fut vu pour la dernière fois le 1er mai 1945, au lendemain du suicide d'Hitler. Depuis lors, sa trace s'est évanouie dans une ville qui brûlait et se rendait en même temps. Les théories sur son sort se sont multipliées au cours des décennies suivantes. Le chercheur allemand Johannes Tuchel, directeur du Mémorial de la Résistance. Cet Allemand originaire de Berlin a présenté en 2013 des documents indiquant que Müller était mort à Berlin dans les derniers jours de la guerre et avait été enterré en août 1945 dans le jardin du quartier général de la Luftwaffe avant d'être transféré au cimetière juif de la Grosse Hamburger Straße où ses restes auraient été mélangés à ceux de milliers d'autres victimes. Tuchel a affirmé que ces documents rendaient l'affaire incontestable. Ephraim Zuroff, du centre Simon Wiesenthal, a répondu que seul un test ADN pourrait confirmer cette découverte. Une autre théorie, fondée sur des rapports des services de renseignement soviétiques et des témoignages de prisonniers, soutenait que Müller avait été capturé par les forces du NK-5D et emmené à Moscou, où il serait mort en 1952 alors qu'il travaillait comme conseiller auprès des services secrets soviétiques. Il existe des indices documentaires fragmentaires à l'appui de cette version, mais aucune preuve concluante. Une troisième hypothèse, plus détaillée, suggérait qu'il avait été recruté par les services de renseignement américains et qu'il avait travaillé pour la CIA pendant la guerre froide. En 1988, l'auteur Gregory Douglas a publié ce qu'il présentait comme un dossier de 427 pages du corps de contre-espionnage de l'armée américaine, affirmant que Müller avait survécu et collaboré avec les Américains. Cependant, les archives déclassifiées de la CIA, publiées par l'Inter-Agency Working Group en 2001, étaient sans équivoque. L'agence n'a eu aucun contact avec Müller après la guerre et a toujours ignoré où il se trouvait. Dans les années 1990, une autre version a également fait surface, selon laquelle il se serait enfui en Argentine, où il aurait été capturé par un commando de l'armée tchécoslovaque et exécuté en secret. Wiesenthal lui-même a soutenu cette théorie. L'incertitude quant au sort du chef suprême de la Gestapo, l'homme qui a organisé la persécution de millions de personnes, est peut-être le symbole le plus troublant de l'échec partiel de la justice d'après-guerre. Le chef de la machine de surveillance la plus redoutée du XXe siècle s'est évaporé sans qu'aucune autre machine ne parvienne à le retrouver.
En mai 1984, à Santiago du Chili, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'un homme nommé Walter Roff. Parmi les participants se trouvaient des centaines d'anciens nazis qui vivaient depuis des décennies en Amérique du Sud. Le cercueil était recouvert de fleurs. Des discours ont été prononcés. Il n'y eut pas de pleurs de deuil, mais plutôt cette solennité qui accompagne ceux qui font leurs adieux à un homme qu'ils considéraient comme l'un des leurs. Walter Roff, l'orthographe officielle de son nom, est né le 19 juin 1906 à Köthen, dans la région d'Anhalt. Contrairement à bon nombre des hommes mentionnés dans ce récit, Roff a commencé sa carrière dans la Kriegsmarine, la marine allemande, où il a servi dès 1924 en tant que cadet, avant d'être promu au grade de Korvetten-capitaine. Il était un ami personnel de Reinhard Heydrich, qui avait lui aussi servi dans la marine avant d'en être exclu à la suite d'un scandale d'honneur en 1931. Lorsque Heydrich fut recruté par Himmler pour à la tête du service de contre-espionnage de la SS, Roff le rejoignit en 1938 après avoir quitté la marine. Roff fut nommé chef du département technique, Refra 2D, de l'Office central de sécurité du Reich où il supervisa la conception, la production et le déploiement des fourgons à gaz, les Gaswagen. Des véhicules camouflés en camions de livraison dans l'habitacle fermé desquels les gaz d'échappement étaient directement injectés sur les prisonniers enfermés à l'intérieur. Les rapports de son subordonné August Becker, qui inspectait les opérations sur le terrain en Union soviétique, décrivaient les ajustements techniques ordonnés par Roff. Améliorer l'étanchéité, accélérer les cycles pour réduire les souffrances visibles des victimes, non par compassion, mais par souci d'efficacité opérationnelle, et camoufler les véhicules afin de dissimuler les opérations à la population locale. On estime que les fourgons à gaz placés sous la responsabilité directe de Roff ont causé plus de 100 000 morts. Roff fut capturé par les forces alliées le 30 avril 1945, mais s'échappa du camp de détention de Rimini en décembre 1946 avec l'aide de l'évêque pro-nazi Alois Sudal, une figure du Vatican qui organisait systématiquement la fuite d'anciens SS vers l'Amérique latine par le biais d'organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge. Roff s'est caché à Rome pendant près de 2 ans, organisant son transfert. En 1948, il fut brièvement recruté par le chef d'état-major syrien Husni al-Zaïm en tant que conseiller en matière de renseignement. Parallèlement, selon des documents du MI6 déclassifiés en 2005, il travailla pour les services de renseignement britanniques. À la suite d'un coup d'État en Syrie, il fut expulsé vers le Liban, d'où il retourna à Rome. La même année, il s'installa en Amérique du Sud. Il passa les années suivantes en Argentine, en Uruguay et en Équateur avant de s'installer définitivement au Chili, où il travailla comme directeur d'une conserverie de crabes à Punta Arenas, en Patagonie chilienne, à l'extrémité la plus méridionale du continent américain. C'était un endroit où le brouillard était permanent, où les vents du détroit de Magellan pouvaient renverser un homme et où l'hiver durait des mois. Un endroit où il était facile de rester anonyme. En 1962, la République fédérale d'Allemagne a tenté d'obtenir l'extradition de Roff. Le Chili a rejeté cette demande au motif que, selon la législation chilienne, les crimes pour lesquels il était recherché étaient prescrits. La même année, Israël a capturé Adolf Eichmann à Buenos Aires et l'a traduit en justice à Jérusalem. Le Mossad, qui avait localisé Roff, a envisagé des opérations à son encontre, mais a décidé de concentrer ses ressources sur d'autres cibles. Roff a continué à vivre au Chili pendant le gouvernement socialiste de Salvador Allende, puis sous la dictature du général Augusto Pinochet. D'après des enquêtes journalistiques documentées par l'écrivain Philipp Sands dans son livre consacré à Roff et Pinochet, l'ancien officier SS aurait pu travailler comme conseiller auprès de la DINA, le redoutable service de renseignement de Pinochet, en enseignant des techniques d'interrogatoire et de répression. Les documents disponibles n'ont pas permis d'établir cela de manière définitive. Walter Roff est décédé le 14 mai 1984 à Santiago du Chili, d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Il était à l'époque le nazi le plus recherché encore en vie moment, selon les estimations du centre Simon Wiesenthal. Il est mort dans son lit, sans avoir à répondre de ses actes devant aucun tribunal.
Adolf Eichmann a été capturé par le Mossad à Buenos Aires le 11 mai 1960, jugé à Jérusalem et exécuté le 31 mai 1962. Son procès, que Hannah Arendt a couvert pour The New Yorker et qui a donné lieu au livre Eichmann à Jérusalem, a été retransmis à la radio dans des dizaines de pays. Mais Eichmann n'a pas agi seul. Il faisait partie d'un réseau d'officiers spécialisés dans la logistique de l'extermination. Et plusieurs de ses collaborateurs directs ont disparu avec autant d'efficacité que leur chef, bien qu'ils aient été beaucoup moins connus. L'un d'entre eux était Rolf Günther, frère de Heinz Günther, et directeur adjoint du bureau 4B4 de la Gestapo, la section spécifiquement chargée des affaires juives. Rolf Günther était le bras droit d'Eichmann et l'un des principaux coordinateurs des convois vers les camps d'extermination. Il a disparu dans les derniers jours de la guerre en Europe centrale. Contrairement à son supérieur, il n'a jamais été capturé. Les autorités d'après-guerre ont lancé des mandats de recherche qui n'ont donné aucun résultat. On le présume mort dans les derniers jours de la guerre, peut-être en Tchécoslovaquie, mais aucune preuve ne le confirme. Franz Novak, le chef des transports, qui coordonnait la logistique ferroviaire des déportations massives sous les ordres directs d'Eichmann, a survécu à la guerre et est revenu en Autriche sous une fausse identité, où il a travaillé comme imprimeur. Il a été retrouvé en 1961 et a fait l'objet de 4 procès successifs entre 1964 et 1966, qui se sont tous soldés par un acquittement pour des raisons techniques. Ce n'est qu'en 1969 qu'il fut finalement condamné à 8 ans de prison dont il purgea la moitié. Son cas illustre une réalité troublante. La plupart des collaborateurs directs d'Eichmann n'ont pas disparu parce qu'ils se sont enfuis à l'étranger, mais parce qu'ils sont restés en Europe sous de faux noms ou avec des identités à peine modifiées, et que le système judiciaire d'après-guerre s'est montré, pendant trop longtemps, excessivement lent et complaisant dans leur poursuite. Otto Hunsch, l'expert juridique de la section 4B4 qui a signé les documents de déportation des Juifs hongrois en 1944, plus de 430 000 personnes déportées en à peine 8 semaines, soit le rythme le plus rapide de toutes les opérations de déportation massive de la guerre, est lui aussi revenu en Allemagne de l'Ouest sous un nom modifié et a exercé en tant qu'avocat pendant des années avant d'être identifié. Il a été jugé et acquitté à 2 reprises, puis finalement condamné en 1969. Ce que ces histoires révèlent, ce n'est pas seulement la capacité de certains individus à se cacher, mais aussi les défaillances structurelles du système judiciaire d'après-guerre. La priorité accordée par les gouvernements occidentaux à la stabilité politique et au réarmement pendant la guerre froide, plutôt qu'à la poursuite des criminels de guerre, la réintégration accélérée d'anciens nazis au sein des institutions de l'État ouest-allemand, et l'incapacité, parfois délibérée, à partager des renseignements entre des puissances trop occupées à se surveiller mutuellement. Klaus Barbie n'a pas complètement disparu. Il a finalement été retrouvé en Bolivie en 1972 par les chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld, même s'il n'a été extradé qu'en 1983. Mais son histoire révèle un élément crucial sur la mécanique des disparitions qui ont bel et bien fonctionné. Barbie est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, près de Bonn. Il s'est engagé dans les SS et, en 1942, a été nommé chef de la Gestapo à Lyon, la 2e ville de France. À ce poste, il a coordonné l'arrestation, la torture et la déportation de milliers de Juifs et de membres de la résistance française. Parmi ses victimes les plus connues figure Jean Moulin, le héros par excellence de la résistance intérieure française, capturé en juin 1943 et torturé personnellement par Barbie jusqu'à ce que mort s'ensuive, ainsi que les 44 enfants juifs du foyer d'Isieux, dans le département de l'Ain, qui furent arrêtés le 6 avril 1944 sur ordre direct de Barbie et envoyés à Auschwitz, où ils périrent tous. À la fin de la guerre, Barbie fut recruté par le corps de contre-espionnage de l'armée américaine, CIC, pour lequel il travailla comme informateur contre les réseaux communistes en Europe occidentale entre 1947 et 1951. Ses supérieurs américains savaient exactement qui était Barbie et ce qu'il avait fait à Lyon. Lorsque les Français ont commencé à enquêter sur lui en 1950, le CIC a organisé sa fuite vers la Bolivie en passant par la route des monastères de Gênes, avec des documents délivrés par l'Organisation internationale pour les réfugiés sous le nom de Klaus Altmann.
En Bolivie, Barbie a vécu plus de 3 décennies sans être dérangé. Il a travaillé comme homme d'affaires, comme conseiller en sécurité du régime d'Hugo Banzer, la dictature militaire bolivienne, et peut-être comme formateur aux techniques de torture pour les forces de sécurité latino-américaines. La journaliste Beate Klarsfeld, qui avait en 1968 giflé publiquement le ministre allemand des Affaires étrangères, Kurt Georg Kiesinger, en raison de ses liens avec le nazisme, a retrouvé la trace de Barbie à La Paz en 1972. Mais la Bolivie ne l'a extradé qu'en 1983, lorsque la dictature militaire a été remplacée par un gouvernement démocratique. Ce qui rend l'histoire de Barbie essentielle pour comprendre les disparitions qui ont bel et bien été définitives, c'est l'infrastructure qu'elle révèle. Le système d'évasion a fonctionné parce qu'il bénéficiait de complicité institutionnelle à de multiples niveaux. Le Vatican, par l'intermédiaire de certains évêques et prêtres agissant à titre individuel et non dans le cadre d'une politique institutionnelle, les organisations humanitaires internationales qui délivraient des documents sans vérifier les antécédents, les services de renseignement américains et britanniques qui préféraient recruter d'anciens nazis plutôt que de les voir jugés par les soviétiques, et les gouvernements latino-américains qui les accueillaient en échange de savoir-faire en matière de répression. Ceux qui ont disparu à jamais sont ceux qui ont le mieux tiré parti de cette infrastructure. Pour comprendre pourquoi tant de disparitions ont abouti, il faut comprendre les systèmes qui les ont rendues possibles. Il ne s'agissait pas d'événements isolés dus à la chance individuelle. Elles étaient le fruit de réseaux organisés avec précision qui avaient commencé à fonctionner avant même la fin de la guerre. L'organisation communément appelée Odessa, acronyme de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, c'est-à-dire Organisation des anciens membres de la SS, est peut-être la plus célèbre de ces réseaux, bien que sa nature exacte fasse encore l'objet de débats parmi les historiens. Simon Wiesenthal la décrivait comme une organisation formelle dotée d'une structure hiérarchique et de ressources financières provenant de fonds du Reich transférés avant la défaite. D'autres chercheurs, comme l'historien Gerald Reitlinger, ont fait valoir qu'Odessa était davantage un ensemble de réseaux informels et de convergence d'intérêts qu'une organisation centralisée. Ce qui est incontestable, c'est que les schémas de fuite sont trop similaires et trop efficaces pour être le fruit du hasard. 3 itinéraires reviennent le plus souvent. Le premier passait par l'Italie. Les fugitifs traversaient les Alpes avec de faux papiers pour se rendre dans le nord de l'Italie où des réseaux de sympathisants, dont certains ecclésiastiques, comme l'évêque Franz Udall, recteur de l'Institut pontifical teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome, les hébergeaient et leur fournissaient des documents du Comité international de la Croix-Rouge, qui délivrait à l'époque des certificats d'identité sans vérifier les antécédents des demandeurs. Grâce à ces documents, les fugitifs pouvaient obtenir des visas pour des pays d'Amérique latine auprès des consulats de Rome ou de Gênes. La deuxième route traversait l'Espagne, où le gouvernement de Francisco Franco offrait sa sympathie et une certaine protection discrète aux anciens combattants du Reich avec lesquels il avait collaboré pendant la guerre. La troisième était plus directe, via la Suède ou la Suisse, pays neutres dotés d'infrastructures bancaires qui ne posaient pas de questions sur l'origine des fonds déposés. Les destinations privilégiées étaient l'Argentine, où le gouvernement de Juan Domingo Perón avait promulgué en 1946 un décret secret facilitant l'immigration des réfugiés européens persécutés, une catégorie interprétée avec une grande souplesse, le Paraguay, la Bolivie, le Brésil, l'Uruguay et le Chili. Mais aussi la Syrie et l'Égypte, pays qui appréciaient les compétences techniques et les connaissances en matière de renseignement que les anciens officiers allemands pouvaient leur apporter alors qu'ils étaient en pleine réorganisation de leurs forces militaires. L'évêque Alois Udall, déjà mentionné, fut une figure clé de ce réseau. Dans son autobiographie publiée en 1976, il confirma avoir aidé d'anciens nazis en justifiant cela en un acte de miséricorde chrétienne. Udall a été chargé de fournir les documents qui ont permis à Franz Stangl, le commandant de Treblinka, à Gustav Wagner, le démon de Sobibor, à Walter Rauff et à plusieurs autres de s'échapper. Ces agissements ont fait l'objet d'une enquête ecclésiastique interne, mais à l'époque, l'institution a préféré le silence à la confrontation.
Un autre facilitateur avéré fut le Conseil pontifical d'assistance, qui délivra des dizaines de milliers de documents d'identité aux personnes déplacées après la guerre. Tous n'étaient pas des criminels de guerre. Des millions de personnes avaient perdu leurs papiers pendant les années de conflit. Mais l'absence de vérification systématique créa une brèche que les fugitifs nazis exploitèrent efficacement. Richard Baer fut le dernier commandant d'Auschwitz I, le camp d'origine, avant la libération par les Soviétiques en janvier 1945. Il est né le 9 septembre 1911 à Floss, en Bavière. Il entra dans les SS en 1932 et gravit les échelons du système concentrationnaire jusqu'à être nommé commandant d'Auschwitz un an mai 1944, au moment où l'extermination des Juifs hongrois atteignait son apogée. Plus de 430 000 personnes déportées entre mai et juillet 1944. Baer a supervisé le fonctionnement du camp pendant les derniers mois de son existence. Il a été responsable de la gestion des crématoires à l'apogée de leur activité et a participé aux décisions relatives à l'évacuation du camp en janvier 1945. À la fin de la guerre, il a disparu si efficacement que pendant plus d'une décennie, personne n'a su où il se trouvait. Il vécut en Allemagne de l'Ouest sous le faux nom de Karl Neumann, travaillant comme garde forestier dans les environs de Hambourg. Il fut finalement arrêté en décembre 1960, quelques mois seulement après la capture d'Eichmann à Buenos Aires, lorsqu'une enquête permit de recouper ses données avec un registre forestier. C'était bien Baer lui-même, sans chirurgie, sans identité radicalement différente. Il avait simplement changé de nom et de profession. Il fut transféré à Francfort pour y être jugé dans le cadre du Grand procès d'Auschwitz, coordonné par le procureur allemand Fritz Bauer qui, entre 1963 et 1965, traduisit en justice à Francfort 22 anciens responsables du camp. Mais Baer mourut riche avec des identités à peine modifiées en comptant sur le fait que la bureaucratie d'après-guerre était trop lente et l'intérêt politique trop faible pour les retrouver. Et dans de nombreux cas, pendant des années, voire des décennies, cette confiance s'est avérée justifiée. Il existe une catégorie de coupables qui ne suscite même pas le drame de la fuite à l'étranger. Des hommes qui ont simplement cessé d'apparaître dans les registres, dont le décès n'a jamais été certifié par aucune autorité indépendante et dont les dossiers judiciaires sont restés ouverts sine die. Ce sont ceux qui ont disparu dans le chaos des derniers jours du Reich de la manière la plus banale qui soit, sans faux passeport, sans réseau d'évasion, sans nouveau nom. Juste le silence. Karl Fritsch est l'homme qui, selon les mémoires de Rudolf Höss rédigées avant sa pendaison, a été le premier à proposer d'utiliser le Zyklon B comme méthode d'extermination de masse à Auschwitz. Il est né le 10 juillet 1903 à Nasengrube, en Bohême, fils d'un installateur de poêles qui se déplaçait sans cesse à la recherche de travail. N'ayant pas achevé sa scolarité, il a travaillé sur des bateaux sur le Danube avant d'adhérer au parti nazi en 1930 et de rejoindre les SS la même année sous le numéro 7287. En mai 1940, il fut nommé premier Schutzhaftlagerführer d'Auschwitz sous les ordres de Höss. En août 1941, alors que Höss était en déplacement officiel, Fritsch fit enfermer des prisonniers de guerre soviétiques dans les cellules du bloc 11, y introduisit des cristaux de Zyklon B et attendit. L'expérience s'avéra suffisamment efficace pour que Höss, à son retour, adopte cette méthode de manière permanente. Les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, responsables de plus d'1 million de morts, virent le jour à la suite de cette initiative. En 1943, une enquête interne de la SS l'accusa de corruption et, en guise de sanction, il fut envoyé au front. Il a été déclaré disparu au combat le 2 mai 1945 lors de la bataille de Berlin. Un officier du MI6, Charles Arnold Baker, a mentionné dans ses mémoires publiées en 2007 avoir arrêté en Norvège le commandant adjoint d'Auschwitz, un petit homme, qu'il a identifié comme étant Fritsch. Mais cette version n'a jamais été officiellement corroborée. Aucun tribunal ne l'a jamais jugé. Friedrich Warzok fut le dernier commandant du camp de concentration de Janowska, situé dans la banlieue de Lviv, alors appelé Lemberg, de juillet 1943 à juillet 1944. Dans ce camp,
où l'orchestre de la mort jouait le tango de la mort lors des exécutions, Warzok a supervisé l'extermination finale des prisonniers, ainsi que l'exhumation et la crémation de milliers de cadavres, afin de détruire les preuves avant l'arrivée des Soviétiques. Simon Wiesenthal lui-même, qui a survécu à Janovska, a raconté que Warzok avait maintenu en vie les 34 derniers prisonniers juifs, précisément parce qu'il en avait besoin comme alibi pour que ses gardes ne soient pas envoyés au front. En mars 1945, il fut transféré au camp de Neuengamme, à Hambourg. Après cette destination, plus aucune trace de lui. Les archives judiciaires d'après-guerre contiennent des mandats de recherche suspendus faute de pouvoir notifier les intéressés. Certaines versions le situent en Argentine, d'autres en Égypte. À un moment donné, il a été déclaré décédé sur le plan administratif, sans corps ni témoignage oculaire. Il n'a jamais été retrouvé. Odilo Globoknik, le SS Gruppenführer qui a organisé l'opération Reinhard, l'extermination d'environ 1,7 million de juifs dans les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka entre 1942 et 1943, a été retrouvé le 31 mai 1945, caché aux côtés d'Ernst Lerch, Hermann Höfle et Georg Michalsen dans les montagnes du Weissensee, en Carinthie, par les forces britanniques. La version officielle indique qu'il a ingéré du cyanure immédiatement après son arrestation, avant d'avoir pu être interrogé de manière approfondie. Mais cette version repose exclusivement sur les rapports des officiers qui l'ont capturé. Il n'y a pas eu d'examen médical indépendant, il n'a pas été photographié mort, et l'historien Joseph Poprzeczny, auteur de l'étude la plus exhaustive sur Globoknik, a souligné que la discrétion et la rapidité avec lesquelles l'affaire a été classée sont inhabituelles pour une personnalité de son rang. L'homme directement responsable du plus grand programme d'extermination de masse de l'histoire de l'humanité jusqu'alors n'a laissé aucun cadavre identifié et n'a témoigné devant aucun tribunal. Rolf Günther, l'adjoint direct d'Adolf Eichmann au sein du Referat 4B4 de la Gestapo, est né le 8 janvier 1913 à Erfurt. Il a rejoint la SA à l'âge de 16 ans, puis les SS sous le matricule 290.130. Il a été responsable de la déportation des Juifs de Thessalonique, environ 55 000 personnes, vers Auschwitz en 1943, une opération qui a vidé en 2 mois une communauté séfarade établie depuis le XVe siècle. Son collègue Dieter Wisliceny, exécuté en Tchécoslovaquie en 1948, a déclaré que Günther était le seul membre de l'équipe à exercer une réelle influence sur Eichmann. La version officielle indique qu'il s'est suicidé en s'empoisonnant durant l'été 1945, alors qu'il était détenu par les Américains à la prison d'Ebensee, en Autriche. Cependant, Adolf Eichmann, lors de ses interrogatoires devant les autorités israéliennes en 1960 et 1961, consignés dans les dossiers du procès de Jérusalem, a affirmé croire que Günther avait survécu et s'était enfui à l'étranger. Personne ne connaissait mieux Günther qu'Eichmann. Ce doute, soulevé par celui qui fut son supérieur hiérarchique direct pendant 4 ans, n'a jamais été formellement levé. Ernst Lerch, né le 19 novembre 1914 à Klagenfurt et chef du cabinet personnel de Globoknik pendant toute la durée de l'opération Reinhard, était chargé de la liaison radio entre le quartier général de Lublin et Berlin, la ligne qui coordonnait l'extermination, et a supervisé directement la liquidation du ghetto de Majdan Tatarski à Lublin, dont les habitants ont été emmenés dans la forêt de Krepiec et fusillés. Il a été capturé aux côtés de Globoknik en mai 1945, interrogé pendant 2 ans au centre britannique de Wolfsberg et libéré en 1947. Il retourna à Klagenfurt. Il y vécut pendant des décennies sous son propre nom. Il fut jugé en Autriche en 1972. Le procès fut suspendu faute de preuves suffisantes. Lerch mourut en 1997, à l'âge de 82 ans, sans avoir été condamné par aucun tribunal dans aucun pays. Orchestré l'extermination de 1,7 million de personnes est mort dans son lit, entouré de cette même normalité qu'il avait brièvement interrompue pour organiser l'un des plus grands crimes de l'histoire moderne. L'opération Reinhard n'était pas l'œuvre d'un monstre isolé, mais celle d'une bureaucratie. Chaque signature sur un formulaire de transport, chaque rapport d'avancement envoyé par radio de Lublin à Berlin était l'acte d'un homme avec un nom et un prénom, un grade et un numéro SS.
Que bon nombre de ces hommes aient vécu et soient morts sans avoir à répondre de leurs actes devant aucun tribunal n'est pas une anomalie historique. C'est la conséquence logique d'un système international de justice qui a été mis en place trop tard, qui dépendait de la volonté politique d'États ayant d'autres priorités, et qui était confronté à des auteurs de crimes qui connaissaient mieux que quiconque les mécanismes de l'anonymat. Karl Fritsch a disparu dans le Berlin en flammes. Friedrich Warzog s'est volatilisé entre Hambourg et une destination inconnue au sud ou à l'est. Odilo Globoknik est mort ou n'est pas mort dans un coin des Alpes autrichiennes sans laisser de traces vérifiables. Rolf Günther s'est suicidé ou ne s'est pas suicidé dans une prison américaine, selon l'homme qui le connaissait le mieux. Ernst Lerch a vécu libre pendant 50 ans, sous les yeux de tous. 5 destins différents, 5 noms que les archives ont consignés et que les tribunaux n'ont jamais pu rattraper. 5 façons différentes d'échapper à l'histoire. Le 27 janvier 2025, 80 ans après la libération d'Auschwitz, les derniers survivants de ce camp, des hommes et des femmes âgés de plus de 90 ans, dont beaucoup en fauteuil roulant, gardant encore un souvenir très vif de détails qu'ils aimeraient oublier, se sont rassemblés près de la porte portant l'inscription en fer forgé « Arbi macht frei ». C'était la 80e commémoration du jour où les soldats de l'armée rouge avaient trouvé 7000 personnes affamées parmi les ruines de la plus grande machine d'extermination que l'humanité ait jamais construite jusqu'alors. À cette date, la justice officielle concernant les responsables d'Auschwitz était restée en suspens depuis plus d'un demi-siècle. Le grand procès d'Auschwitz, qui s'est tenu à Francfort entre décembre 1963 et août 1965, fut le procès le plus important jamais organisé en Allemagne. 22 accusés, 16 condamnations, la plupart à des peines comprises entre 3 et 15 ans de prison. Aucun n'a été condamné à mort car la République fédérale d'Allemagne avait aboli la peine capitale en 1949. Plusieurs des condamnés ont été libérés avant d'avoir purgé leur peine pour des raisons de santé ou à la suite d'appels couronnés de succès. Le procès de John Demjanjuk en Allemagne en 2011, un gardien ukrainien du camp de Sobibor, jugé à l'âge de 91 ans, a établi un précédent crucial. Le simple fait d'avoir été gardien d'un camp d'extermination, sans qu'il soit nécessaire de prouver des crimes individuels spécifiques, suffisait pour être considéré comme complice de meurtre. Ce principe est arrivé trop tard pour la plupart des auteurs de ces crimes qui avaient vécu des décennies dans l'impunité. Les disparitions non élucidées que nous avons passées en revue dans ce récit ne sont pas simplement des affaires policières non résolues. Elles sont les symptômes d'un problème plus profond. La difficulté d'une civilisation à faire face à l'ampleur de ses propres crimes. La pression des intérêts politiques qui entrent en concurrence avec la mémoire, le fossé entre l'impératif moral de la justice et les limites pratiques des systèmes juridiques. Chaque homme qui a disparu sans avoir été traduit en justice a emporté avec lui non seulement sa culpabilité personnelle, mais aussi la possibilité que son cas devienne une preuve publique, un témoignage judiciaire, un enregistrement historique officiel. Certains d'entre eux sont morts de vieillesse dans leur propre lit, sous des noms d'autrui, dans des pays qui ne leur ont pas demandé d'où ils venaient. Certains sont peut-être morts dans les derniers jours de la guerre, perdus parmi les millions d'Allemands tombés sur les fronts de l'Est et de l'Ouest. Certains ont peut-être réussi à se réinventer si complètement que leurs propres descendants ignorent aujourd'hui qui étaient leurs grands-parents. L'architecte Hans Kammler aurait pu concevoir des armes pour une puissance qui combattait le régime qu'il servait. Le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, aurait pu mourir au cours de la première semaine de mai 1945 dans un Berlin en flammes, enseveli sous les décombres de la ville qu'il avait contribué à transformer en État policier. Hermann Höfle, l'homme qui a signé le bilan précis de l'extermination de plus d'1 million de personnes, est mort dans une cellule viennoise en 1962 avant qu'un juge n'ait pu lui poser la moindre question. Georg Michalsen est retourné à Graz, a vieilli et est mort en liberté en 1994, après que 3 enquêtes successives eurent été classées sans suite pour des raisons techniques. Karl Fritsch, l'homme qui a proposé le Zyklon B, a disparu dans les derniers jours de la bataille de Berlin sans laisser de traces vérifiables. Friedrich Warzog, le dernier commandant de Janowska, s'est volatilisé entre Hambourg et un lieu inconnu au sud ou à l'est, et aucune archive d'aucun pays n'a jamais consigné son sort final. Ce qui est certain, c'est que l'opération Reinhard,
nom de code de l'extermination systématique de 1,7 million de personnes dans les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka, n'était pas l'œuvre d'un monstre isolé, mais le produit d'une bureaucratie. Chaque signature sur un formulaire de transport, chaque inspection d'une chambre à gaz, chaque liste de prisonniers enregistrés et chaque liste de prisonniers délibérément détruite était l'acte d'un être humain avec un nom et un prénom, un grade et une fonction, et dans la plupart des cas une famille, des loisirs et une vie qui s'est poursuivie après la guerre. Les 20 cas évoqués dans ce récit ne représentent qu'une infime partie des centaines d'anciens hauts fonctionnaires nazis dont le sort est resté incertain jusqu'à leur mort naturelle, dont le décès n'a jamais été confirmé ou dont la responsabilité n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. L'historien Raoul Hilberg, auteur de l'étude monumentale « La destruction des Juifs d'Europe », l'ouvrage universitaire le plus exhaustif sur les mécanismes de l'Holocauste, a estimé que l'extermination de 6 millions de personnes avait nécessité la participation active ou le consentement passif de centaines de milliers de fonctionnaires à tous les échelons de la hiérarchie bureaucratique du Reich. Parmi ces centaines de milliers de personnes, un nombre relativement faible a fait l'objet de poursuites judiciaires. Mais l'histoire ne s'écrit pas uniquement dans les tribunaux. Elle s'écrit aussi dans les archives, dans les témoignages des survivants, dans les recherches des universitaires qui continuent de déterrer des documents des décennies après la mort des auteurs de ces crimes. Et elle s'écrit dans des récits comme celui-ci, qui les nomment par leur nom, qui reconstituent ce qu'ils ont fait, qui refusent de laisser la confusion, la complicité et le temps conspirer pour leur rendre l'anonymat qu'ils ont recherché. Ernst Heinrich Schmauser, Eduard Deisenhofer, Lorenz Hackenholt, Walter Hinrich, Hans Kammler, Wilhelm Schittli, Martin Bormann, Alois Brunner, Aribert Heim, Josef Mengele, Heinrich Müller, Walter Rauf, Richard Beer, Karl Fritsch, Friedrich Warzog, Odilo Globocznik, Rolf Günther, Ernst Lerch, Hermann Höfle, Georg Michelsen, Wink Noms, 20 dossiers non classés. Leurs crimes sont documentés. Leurs disparitions, dans la plupart des cas, restent inexpliquées. Et ce silence n'est pas le fruit du hasard. C'est la dernière victoire que leur a accordé un monde trop occupé, trop fatigué ou trop indifférent pour les retrouver.